voyez, et de gauche et de droite au milieu, et puis les fous, hein, les déraisonnables, qui sont les populistes. Bon, tout ça est évidemment assez problématique. Et puis, si j'ai dit que les sens anciens étaient morts, il reste quand même le sens étymologique. Personne, pas besoin de faire du latin pour entendre dans populisme un petit peu peuple, quand même. Hein, on entend peuple dans populisme. Et donc, populisme, isme favorable au peuple, on entend, il n'y a pas besoin d'être un grammairien, on entend un petit peu ça dans la logique de la langue. Ça veut donc dire que dans populisme, en plus, c'est un mot qu'on a beaucoup trouvé, par exemple, après le référendum de 2005, par rapport à la Constitution. Bon, voilà, il y a une sorte de mépris du peuple aussi qui est là derrière, quand même. Hein. Il faut que les gens raisonnables décident et le peuple, bon voilà. Hein. Donc, il y a aussi, ça pose ce genre de problème aussi. Je vais très vite pour aller à ce qui est, à mon avis, ce qui vous intéresse ce soir, c'est-à-dire me centrer sur le populisme de gauche. Et je veux insister en disant que, vraiment, à mes yeux, c'est pas la peine, même à des fins polémiques, de rabattre l'un sur l'autre. Tout ce que je viens de dire sur le populisme, là, je ne pense pas que ce soit utile de dire, en gros, comme Mélenchon se réclame du populisme de gauche, du coup, il se réclame de tout ce que je viens de raconter avant. N'exagérons rien, on peut dire mieux vaut lire ce qu'il raconte, ce sera mieux que de lui plaquer des choses qu'il ne raconte pas. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire, tous ces gens qui parlent de populisme de gauche? Il faut s'y pencher parce que c'est relativement récent pour le coup. Autant populisme, on a les oreilles rebattues avec ça depuis longtemps, autant populisme de gauche, c'est un truc un peu étrange, on se demande bien ce à quoi ça peut correspondre. Autant que populisme, ça a beaucoup été utilisé pour qualifier l'extrême droite. Donc populisme de gauche, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bon, alors allons-y, il faut regarder un petit peu du côté de ceux qui ont théorisé ça. Alors, parmi ceux qui l'ont théorisé, il y a un couple, l'un est mort, l'autre est toujours en vie, c'est Risto Laclos d'un côté et Chantal Mouffe de l'autre. Alors, vous voyez, moi, je vais vous dire les choses honnêtement, jusqu'à il y a quelques années, moi, je ne connaissais pas ces théoriciens-là. Ah, pourtant, Laclos, d'accord, mais je ne le connaissais pas, c'est comme ça. Mais Laclos a évidemment une production théorique importante depuis longtemps, mais bon, bien. Alors, il a fallu les lire. Très bien. Donc, Laclos et Mouffe. Et il nous intéresse évidemment ces deux personnages qui sont Mouffe, hein, comme une moufle, mais avec un L en moins, hein, voilà. Et Laclos, pas comme évidemment Feudarlot de Laclos, les liaisons dangereuses, un Laclos AU. Je sais peut-être qu'il faut dire Laclao, d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être. Alors, donc, Laclos et Mouffe. Évidemment, ils sont intéressants. Pourquoi ces deux-là? Ils sont intéressants pour leur élaboration théorique, c'est des intellectuels, c'est des universitaires, qui sont, eux, ancrés dans la social-démocratie. Hein. C'est important quand même de l'avoir en tête. Hein. C'est ces deux intellectuels de la social-démocratie au départ, qui sont confrontés à l'émergence de la troisième voie. Vous vous souvenez, c'est déjà antique maintenant, vous vous souvenez peut-être, c'est Blair, Schröder, tout ça. C'est le moment où la social-démocratie commence à dire, bon, on ne va pas commencer à s'occuper de choses très très importantes et sérieuses, voilà. Et ça leur plaît pas, Laclos et Mouffe. Évidemment, ils sont tout à fait hostiles au communisme d'emblée, hein. Ça, non. Mais par contre, cette évolution droitière, on va dire, de la social-démocratie, à la Blair et Schröder, ne leur convient pas. Et la social-démocratie, en plus, ils en pressentent la crise. Alors, ils nous intéressent pour ça, mais ça, vous allez me dire, après tout, c'est un débat un petit peu universitaire, parce qu'il faut prendre tous les théoriciens qui écrivent sur tout, on n'est pas arrivé. On peut peut-être le faire. Bon, mais pas ce soir. Pourquoi ils nous intéressent aussi, pas seulement parce qu'ils sont des intellectuels qui ont réfléchi là-dessus, mais aussi parce que leurs travaux ont reçu et reçoivent aujourd'hui un écho très important dans des forces qui ont elles-mêmes un écho populaire croissant et majeur. Donc en clair, qu'est-ce que vous avez comme force importante qui se nourrissent notamment de cette réflexion-là? Pas tellement en Belgique, bizarrement, parce qu'en Belgique, Chantal Mouffe, elle est belge. Hein. Et vous savez peut-être qu'en Belgique, la force qui monte, c'est un parti qui se revendique du communisme. C'est le Parti des travailleurs belges. C'est ça parce que parfois on dit toujours, dans l'introduction, les partis communistes, ceux qui se réclament du communisme, c'est la crise partout, personne ne... Voilà, on commence toujours comme ça. Non, il ne faut pas donner... Je sais que Nîmes, c'est loin de la Belgique, mais bon, regardez quand même du côté de la Belgique. En Belgique, vous avez un parti qui se développe très bien, qui s'appelle le PTB, et qui a fait une grande interview il n'y a pas très longtemps, qui dit que lui, il se réclamait du communisme. Donc on n'est pas obligé toujours de faire les mêmes introductions, qui répètent toujours les mêmes choses depuis 1989. Bon, mais mettons. Bref. Donc, pas de succès du populisme de gauche en Belgique, mais en revanche, un succès important du populisme de gauche ailleurs. Et là, ailleurs, c'est pas juste le Luxembourg, c'est des pays importants, et c'est des échos très importants. Plus ou moins en Italie avec le mouvement 5 étoiles, plus ou moins en Italie avec le mouvement 5 étoiles, c'est compliqué le mouvement 5 étoiles, plus ou moins en Italie avec le mouvement 5 étoiles, évidemment surtout Podemos, pas tout Podemos, mais notamment Podemos, donc cette grande force qui s'est développée en Espagne,
avec des difficultés stratégiques à l'intérieur, avec plusieurs lignes. Donc, celle qu'il a emportée plutôt en décalage par rapport au populisme de gauche avec Iglesias. Et vous avez un autre dirigeant important de Podemos qui s'appelle Errejón. Je n'ai pas d'accent espagnol, on est plus proche, Nîmes, donc vous avez un meilleur accent que moi en espagnol, pour dire ça. Et donc, lui qui est très sensible, très sensible à ces questions de populisme de gauche en Espagne. Vous voyez, Podemos, ça compte, c'est une grande force. Le mouvement 5 étoiles, c'est plus compliqué, mais une force très importante. Je vous rappelle qu'ils ont la mairie de Rome, quand même. Même chose pour Madrid et Barcelone, pour ce qui est de Podemos. Donc on ne parle pas de forces secondaires. Et c'est des forces récentes, c'est des forces en dynamique. Donc il faut quand même qu'on regarde ça de près. On ne peut pas juste dire c'est dans le paysage, ça ne nous intéresse pas. Ça doit nous intéresser. Et il y a des échos, évidemment, aussi, comment dire, au-delà même de ça. À certains égards, un petit peu en Grèce aussi, même si c'est compliqué. Bon, donc un écho large de ces choses-là. Donc ça veut dire que Mouffe et la Clao, ou la Clo, je ne sais pas trop, ils nous intéressent pas seulement comme intellectuels, ils nous intéressent aussi parce qu'ils proposent des bases théoriques pour une forme politique qui est en train de rencontrer un écho majeur dans plusieurs pays importants de l'Europe. Donc si on est communiste, il faut qu'en français, ou pas seulement, même si on est de gauche en France, si on s'intéresse un peu à ce qui se passe comme grande dynamique à l'œuvre en Europe, il faut quand même s'intéresser à cette question du populisme de gauche, qui n'est pas une petite question secondaire, qui est une question qui a une réelle puissance, une réalité politique importante dans la période. Oui, excusez-moi pour les petits communistes, parce que souvent je fais des débats avec les communistes, donc je me corrige en cours de route, et excusez-moi, bien sûr, je suis très content de dialoguer aussi avec des communistes et des non-communistes. J'ai moins l'habitude. Alors, donc j'ai des petits tics de langage. Alors, présentons un petit peu cela. Évidemment, le problème, c'est que là, il va falloir résumer de manière forcément schématique, des élaborations qui sont très longues et très subtiles. Donc, il faudrait y revenir, mais bon, hein, il faut en même temps essayer d'aller à l'essentiel, mais cette réduction-là est toujours objet de discussion. J'en propose une, puis on pourra la discuter. Commençons par le plus dur, tant qu'on est au milieu, on est au milieu. Donc, tant que vous êtes à peu près encore avec moi, après je simplifierai peut-être un petit peu. Donc, commençons par le plus dur. Le plus dur, c'est cet ancrage philosophique de cette pensée. Parce que c'est des universitaires, donc il faut quand même revenir un peu sur leur bagage théorique. On ne peut pas juste arriver comme ça. Alors, leur ancrage, c'est ce qu'on appelle le postmodernisme. C'est très important d'avoir ça en tête. Alors, c'est compliqué. Je vais dire ça quand même très rapidement. Le postmodernisme, grosso modo, pour aller très vite, hein, c'est une pensée qui se développe beaucoup dans les années 80. Vous voyez un peu période désenchantée, les années 80, c'est pas... et donc, où vous allez avoir une pensée, disons, néo-relativiste. Hein, ça veut dire quoi, en gros? Ça veut dire que, par exemple, puisque la question c'est populisme et lutte des classes, alors allons-y. Les classes, c'est quoi le problème auquel souvent les socialistes ou les communistes sont confrontés? En tout cas, ceux qui s'intéressent aux questions de classe. Souvent, ils disent, pas totalement tort, ils disent la conscience de classe dans le pays, eh bien, elle est en difficulté. On dit, voilà, il y a un problème de conscience de classe, des gens qui sont dans la même classe se tapent dessus. Alors, on est en plein mouvement avec les cheminots, on n'a pas besoin de faire d'illustration. Hein. Des gens qui sont dans la même classe, qui ont les mêmes intérêts objectifs, se retrouvent divisés. C'est un problème, il faut travailler à renforcer la conscience de classe. Voilà ce que nous disons au discours classique, auquel par ailleurs mais un postmoderniste ne voit pas les choses comme ça. Parce que nous disons, il existe des classes. Certaines personnes n'en ont pas conscience, mais ils existent. Donc nous croyons que des classes existent, même si tout le monde n'en a pas conscience. Postmoderniste, les postmodernistes n'est pas simplement la Clo et Mouffe. Hein. La Clo et Mouffe, c'est juste une des innombrables variantes, de droite, de gauche, tout ce que vous voulez, hein, du postmodernisme. Les postmodernistes ne croient pas à cette existence-là, comme ça, dure, en fait. Ce qui existe, c'est la représentation, c'est les idées. Mais il n'y a pas de choses dures comme ça. Donc les classes en soi, ça n'existe pas, la classe en soi. Ça n'existe pas, du tout. Ce qui existe, c'est des idées. Ça existe. Mais donc, notre histoire, ce qui nous ennuie, ce qu'on cherche avec ces histoires de conscience de classe, c'est des folies. Puisque nous, on pense qu'il y a des classes vraiment et que des gens n'ont pas conscience d'appartenir à une classe. Et pour les postmodernistes, et y compris pour ces gens du populisme de gauche, il n'y a pas de classe en soi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de réalité objective comme ça qui existerait et les gens n'en auraient pas conscience. Ça n'existe pas. Ça. Bon.
Donc évidemment, par rapport à la question posée, populisme et lutte des classes, évidemment, là, il y en a un problème, parce que du coup, les classes en soi n'existant pas, toute notre histoire de conscience de classe, faire progresser les consciences de classe, ça c'est hors champ par rapport à leur réflexion. C'est évidemment une difficulté importante. En revanche, il y a pour Mouffe ce qu'elle appelle une conflictualité profonde entre les êtres humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'une lecture qu'elle fait de Freud, hein, je ne dirais pas à partir de Freud, à partir de sa lecture de Freud, elle considère que les êtres humains, il y a une dimension de combat et de conflit entre les êtres humains. Hein. Ça, je ne veux pas rabattre Mouffe à des choses de comptoir, mais, parce que c'est plus compliqué que ça, mais pour une part, ça nous ramène un peu du côté de la nature humaine et des arguments qu'on entend parfois. Voilà, l'homme est comme ça, l'homme, hier, aujourd'hui, demain, il y a la nature humaine qui fait qu'il y a des conflits, voilà, etc. Bon. Et donc il y aura toujours des conflits. C'est ce qu'elle explique. Elle dit, le communisme qui veut résoudre les grands conflits de classe, elle dit ça, c'est de la chimère, il faut abandonner ça, hein, cette idée-là. Donc l'horizon communiste, non. Donc le populisme de gauche, terminé. Hein, les questions, donc, cet horizon-là est éliminé. Hein. On n'est pas dans une perspective marxiste. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Il faut quand même l'avoir dans la tête. Après, il y a ce que vous avez dans la tête et qui rassemble et qui ressemble un peu au populisme, peut-être que je l'ai décrit au départ. La question du leader charismatique. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est la question des affects qui est très mise en avant. Alors là, ça devient un peu compliqué. Affects, les sensations, les émotions, si vous préférez. Hein, les émotions. C'est-à-dire, en gros, leur idée, c'est qu'il faut travailler les émotions pour essayer de créer un eux et un nous. Des groupes, vous voyez, des groupes, des sentiments d'appartenance à des groupes. Il y a un eux, il faut donc désigner un adversaire, et puis il faut créer des gens qui sont ensemble. Et comment est-ce qu'on va aider à cette création, notamment, mais qui n'est pas une création comme nous sur la conscience de classe ou qui s'appuie sur des trucs. Non, c'est pas ça. Là, il faut créer un eux et un nous, mais pas forcément appuyer sur une réalité objective. Vous voyez, c'est pas ça le sujet, hein, d'accord? Bon. Donc il faut créer un eux, un adversaire, et un nous qui sommes tous ensemble, et il faut le créer avec des affects, avec des symboles, avec des choses qui vont un peu faire battre le cœur, si vous voulez, d'accord? C'est ça une des dimensions qui est forte. D'où l'importance du leader charismatique, qui justement va essayer de, comment dire, non seulement va désigner, mais va aussi être un symbole de reconnaissance, d'adhésion, une espèce de panache, si vous voulez, d'accord? Quelque chose qui va nous amener vers ça. Évidemment que c'était quelque chose d'important. Mais alors, pour bien qu'on se comprenne sur la question du c'est pas la conscience de classe qui s'appuie sur la classe en soi, c'est pas ça. Il y a, dans le vocabulaire très compliqué de Mouffe que je vous épargne dans l'essentiel, il y a une de ces expressions qu'elle dit qu'il faut utiliser ça, c'est ce qu'elle appelle les signifiants vides. Alors les signifiants vides, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, prenez les choses concrètement. Vous voulez parler de cette grande classe, ou de tous ceux que vous voulez rassembler qui vous paraissent dominés par le capitalisme. On voit bien que nous-mêmes, c'est pas des gens fous, ils répondent à des problèmes qui sont vraiment posés. Vous allez dire, par exemple, la classe ouvrière. Bon, si vous dites la classe ouvrière, vous voyez bien que quand vous regardez les sondages, par exemple, la plupart des Français pensent qu'ils appartiennent à ce qu'ils appellent la classe moyenne. Alors, ça leur est pas venu tout seul, on leur a un peu soufflé à l'oreille, hein, bien sûr. Mais ils pensent qu'ils appartiennent à la classe moyenne. Donc quand vous dites classe ouvrière, a priori, il y a beaucoup de gens qui disent « c'est pas moi ». Bon, donc ça vous pose un problème, par exemple. Si vous dites les travailleurs, bon, pourquoi pas, mais peut-être que les retraités, peut-être que les chômeurs, peut-être que les jeunes ne s'y retrouveront pas. Si vous dites les exploités, ça a un côté misérabiliste, c'est-à-dire ça a un côté voici le mouchoir, pleurons ensemble. Bon, si vous dites les dominés, c'est pire encore. Hein. Donc il y a une difficulté pour nous qu'on a depuis longtemps à nommer ceux qu'on veut rassembler. Alors, il y a des choses qu'on tente. Par exemple, Pierre Laurent a tenté les 99%, par exemple, qui essaient de dire les choses comme ça. Bon. Mais le plus efficace, comme nous, on n'a pas besoin de s'ennuyer à le rattacher à une base réelle, il s'agit juste de créer un nous, ben, le plus simple, puisque dit Mouffe, c'est qu'il vaut mieux utiliser des signifiants vides. Si vous dites la gauche, c'est pareil, c'est un autre problème. Nous, les gens de gauche, peuple de gauche, ça va pas, il y a plus grand monde qui se retrouve là-dedans. Il y a des mondes, mais bon. Donc, il ne dit pas ça non plus, évidemment. Donc, il dit signifiant vide. Et alors, l'exemple de mise en œuvre parfaite du signifiant vide, c'est le légendaire les gens. Les gens, ça, c'est le signifiant vide par excellence. Personne ne peut pas être dans les gens. Les gens, ça ne veut rien dire, on est d'accord. Donc, vous n'êtes forcément pas dedans ou dedans. Il n'y a pas d'exclusion. C'est pas comme la gauche, les ouvriers, rien du tout. Les gens. Là, c'est mise en œuvre parfaite de signifiant vide. Donc, personne ne peut pas dire, moi, je ne suis pas dans les gens. Vous voyez, ouvrier, pas ouvrier, travailleur, pas travailleur, pas de problème. Signifiant vide, les gens. Et donc, on va créer un les gens
contre, ben voilà, donc d'autres on va aussi essayer de nommer. Bon, donc ça c'est une mise en œuvre intéressante. Ça veut bien dire que, parce que les gens, c'est pas juste une invention comme ça, tiens donc, comment... c'est pas ça, vous avez bien vu qu'il le martèle et Mélenchon est loin d'être un imbécile. C'est vraiment une réflexion, une maturation. Il y a eu une réflexion du même genre chez Podemos aussi en Espagne, hein, autour de ça. Comment est-ce qu'on fait pour rassembler ceux qu'on veut rassembler? Bon, eh ben, si on trouvait une porte d'entrée qui n'élimine personne, et le signifiant vide, de ce point de vue-là, est très positif. Les gens. Donc évidemment, si votre objectif est que les personnes qui vous voulez rassembler prennent conscience des mécanismes de l'exploitation, évidemment c'est pas simple avec les gens, parce que vous les mettez pas tellement sur la voie, si je puis dire. Hein, bon. Après, vous pourrez dire que ça peut être une porte d'entrée. Mais là, pour l'instant, on n'a pas vu le vestibule et le salon, pour l'instant. Je vois juste les gens. J'ai pas vu les gens, puis après on va vers l'exploitation du système capitaliste, je vois pas ça. Vous m'arrêtez hein, quand je déborde, hein, parce que comme il est tard, il faut qu'on discute. Bon, donc, un point de mise en œuvre de ce discours. Ensuite, sur les questions de contenu, hein, je vous l'ai dit, si on revient vers Mouffe, et même, n'allons pas vers Mouffe, si vous lisez, parce que Mélenchon a dialogué avec Mouffe, hein, il a lu Mouffe, il a dialogué avec lui, ils ne sont pas d'accord sur tout, donc c'est pas la peine de faire une réduction de Mélenchon sur Mouffe, pas nécessaire. Donc, si on lit L'ère du peuple, par exemple, de Mélenchon, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, par exemple, que la question de classe, dont j'ai parlé pour Mouffe, hein, pas une réalité en soi, terminée. Mais si vous écoutez Mélenchon, vous voyez bien que la question majeure dans l'ère du peuple, c'est quand même d'abord la question démographique. C'est quand même ça son truc. Hein. La question démographique, c'est-à-dire que nous sommes très nombreux par rapport aux ressources de la planète qui sont finies. C'est comme ça qu'il présente les choses. C'est une question très importante, que nous ne sous-estimons pas. Mais en même temps, il faut bien la poser aussi en termes de classe, à mon avis. C'est-à-dire que, d'accord, nous sommes très nombreux par rapport à des ressources finies, mais qui pilote? Qui décide de la recherche, qui décide de ce qu'on va utiliser. Prenons et là, il me semble que la question de classe se pose très vite. Je prends un exemple très rapide. Si vous prenez en compte la question on va avoir des anniversaires autour des navires pétroliers qui sont échoués. Bon, pardon, mais qui décide qu'on va transporter du pétrole dans des conditions de travail pour les salariés très faibles et dans des conditions de sécurité très mauvaises? Ça n'est pas ni vous ni moi. Ce sont les propriétaires de ces grandes structures économiques. On est donc au cœur de la question de classe. Donc ce n'est pas une question de l'humanité, c'est une question de classe, quand même, dans de grandes mesures, la question écologique, qui décide qu'on va... Vous connaissez sans doute, on en parle pas mal au parti depuis quelque temps, la question de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire, c'est simple. Si je fais une ampoule qui dure 50 ans, une fois que je l'ai vendue à tout le monde, j'ai plus qu'à mettre la clé sous la porte. Donc le plus simple, c'est que je fasse une ampoule qui dure 3 mois, comme ça, dès que j'ai fini de vendre à tout le monde, l'autre ça marche plus, donc je peux continuer à revendre et revendre et revendre. Et tout ça épuise les êtres humains qui les produisent et épuise les ressources de la planète. C'est pas une question de l'humanité face aux ressources, c'est une question de classe, c'est-à-dire qui décide de ça? C'est pas nous qui décidons de ça, c'est les propriétaires de ces grandes structures économiques. Donc, si vous voulez, cette manière de ne pas affronter la question de classe, qui est centrale dans les questions écologiques, pour essayer de dire c'est l'homme avec un grand H, c'est l'humanité, c'est le grand nombre. Mais non, c'est pas le grand nombre. Et qui décide aussi des recherches, on pourrait dire la même chose, hein, des recherches. Aujourd'hui, combien de recherches, combien d'argent, combien de personnes travaillent dans ce monde merveilleux de la publicité, etc. Et combien d'argent on met dans la recherche, justement, pour essayer de trouver à ITER, ou je ne sais quoi, dans les questions d'énergie, dans les questions qui permettraient d'envisager, de répondre aux questions écologiques, aux défis écologiques auxquels on est. On voit bien que ceux qui pilotent, c'est-à-dire ce grand monde des propriétaires, cette classe-là, eh bien, eux, leur intérêt, c'est la phrase de Marx, hein, que vous connaissez, dans Le Capital, que j'aime bien, qui est « Après moi le déluge, telle est la devise de tout capitaliste ». C'est ça, les capitalistes. Donc, vous pouvez toujours dire le grand nombre contre... Mais pas le grand nombre face à la ressource finie, c'est pas ça la question. La grande question écologique, il faut la penser à partir de la question de classe, avec la question de classe. Sinon, on est ailleurs. Or ça, cette question-là, elle n'affleure pas dans l'ère du peuple de manière si nette. Bon, peut-être qu'on pourra en discuter, mais vraiment. Et je vais dire pourquoi. Donc, je vais ajouter le deuxième élément. Parce que Mélenchon dit clairement dans l'ère du peuple que l'entreprise, aujourd'hui, n'est plus le lieu central pour penser les choses. Bon ben voilà, si l'entreprise est plus centrale pour penser les choses, et que c'est le peuple urbain,
Bon, ben alors, si c'est plus l'entreprise, ça veut dire qu'on n'est plus dans les questions de classe. Voilà, donc on est dans, je sais pas, le peuple urbain, pourquoi pas. Mais c'est drôle de coupure, de couper le monde social. Donc cette espèce de manière de botter en touche par rapport aux grandes questions qu'il y a objectivement, à mon avis. Je parle comme communiste, peut-être ceux qui ne le sont pas ne le partageront pas, mais il me semble que les grandes questions qui nous sont posées aujourd'hui sont les questions de classe et les questions communistes. C'est-à-dire que les grands défis auxquels nous sommes confrontés, on voit bien qu'on pourrait y répondre si on touchait à cette question de classe. On voit bien par exemple qu'aujourd'hui, si je prenais la question du logement, si on veut répondre à la question du logement, c'est pas qu'on ne peut pas, dans une logique malthusienne, on n'aurait pas les savoirs, on n'aurait pas les compétences, on n'aurait pas les matériaux, on n'aurait pas les savoir-faire. C'est pas ça. Vous voyez, au XIVe siècle, quand il y a la grande peste, la moitié de l'humanité, de l'Europe meurt. Bon ben oui, tant pis. Voilà, ça nous tombe dessus. Et là, c'est pas ça le problème auquel on est confronté. Pourquoi l'espérance de vie en bonne santé recule en Grèce? Parce que les bibliothèques d'Alexandrie a brûlé, on ne sait plus soigner les gens. Non, vous voyez, ce n'est pas un problème de développement de l'humanité, c'est un problème de pilotage. Et qui pilote? C'est la rapacité de la classe dominante. C'est ça la question à laquelle on est confronté. C'est que les grands défis auxquels on pourrait répondre, eh bien, la rapacité de la classe dominante nous empêche d'y répondre. Et en plus, si on leur laisse le manche, ils nous emmènent à la catastrophe, en épuisant les ressources, en épuisant les êtres humains. Bon. Bon, ben voilà, donc la question de classe, il me semble qu'elle est vraiment décidément centrale. Et le populisme, de gauche version Mouffe, l'élimine, puisqu'il n'y a pas de classe en soi, tout ça, il n'y a que la représentation des idées. Et Mélenchon, de manière moins frontale, mais quand même, la met de côté un peu, parce que l'entreprise n'est pas décisive, les questions de classe sont quand même très secondaires par rapport à ça. Et le peuple urbain, l'homme face aux ressources, vous voyez, on n'est pas dans des réflexions de... Et son grand mot, c'est productivisme. Quand même, le capitalisme, c'est pas un productivisme. Le capitalisme, il cherche de l'argent. Donc il cherche de l'argent soit en obsolescence programmée, on vous produit toujours plus pour avoir plus d'argent, mais ça marche dans l'autre sens aussi. C'est aussi des logiques inverses, c'est des logiques de on pourrait produire, mais on ne produit pas pour des raisons de spéculation. Pensez aux médicaments, je vais parler des logements, pareil, c'est la même chose. Le capitalisme n'est évidemment pas un productivisme. Le capitalisme, c'est pas produire plus pour produire plus. Le capitalisme, il a une boussole, c'est le taux de profit. Point barre. Il veut plus de profit. Et plus de profit, ça peut passer par plus de production, mais ça peut passer aussi par moins de production. Donc il faut arrêter. Mélenchon, lui, ne s'intéresse qu'au productivisme. Il ne fixe pas. Donc il y a quand même quelque chose ici sur la question de classe qui, dans le populisme de gauche, passe à la trappe. Et l'objectif de Mouffe, elle le dit clairement, c'est pas le communisme d'horizon chimérique, mais ce qu'elle appelle la démocratie radicale. Bien, je finis, puisque je vais dire que ce ne sera pas trop long, avec, grosso modo, les populistes et nous. Puisque là, j'ai été un petit peu rapide et un peu critique par rapport à leur démarche. Les populistes et nous étant entendus, au sens trop étroit maintenant que j'y repense, de plutôt les communistes, mais nous, les progressistes, on pourrait dire ça comme ça. 3 choses là-dessus, pour finir. Dans 4, allez. La première, je pense qu'il faut qu'on ne cède pas à l'insulte et ne pas nourrir la machine de rabattre Mélenchon sur la définition injurieuse de populisme façon Taguieff. C'est pas la peine, je veux dire, de parler de choses qui n'existent pas. Je pense que c'est pas la peine de dire, bah oui, Mélenchon est populiste, c'est comme Le Pen, Mélenchon égale Le Pen, c'est pas faux. Non, c'est pas juste. Quand même, entre nous, je pense qu'on peut pas dire ça. Donc, c'est pas la peine, à mon avis, de rentrer là-dessus. Bon, mais le populisme de gauche, c'est pas la peine non plus. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il faut s'en inspirer ou pas? C'est une question qu'on doit forcément se poser parce que, face à leur essor, dans beaucoup de pays d'Europe, il faut quand même se poser la question de pourquoi ça monte et du coup, est-ce qu'on devrait faire comme eux? Et là, à mon avis, il y a deux pentes contraires. Il y a une pente peut-être de copier-coller, si je peux dire, et une pente d'inversion mécanique. Moi, je suis plutôt hostile à ces 2 pentes-là. Bon, je vais me dire un petit mot. Je pense que sur le fond, les questions auxquelles on est objectivement confronté nous appellent à tracer notre sillon communiste avec les questions de classe, qui restent, à mon avis, une actualité centrale et qui sont sous-estimées dans un cas et niées dans l'autre, hein, dans les 2 exemples de populisme de gauche que j'ai évoqués rapidement, sur le fond. Et sur la forme aussi, parce que sur la forme, si vous êtes vraiment sur l'idée d'un leader charismatique qui part des espèces de pression, de jeux affectifs et passionnels, comment dire, essaye d'entraîner le peuple derrière lui,
on n'est pas dans l'objectif communiste profond. L'objectif communiste profond, c'est pas qu'un leader, et puis vous savez que les leaders, parfois, hein, ça peut tourner pas très bien, on est un peu payé pour le savoir. C'est pas ça notre objectif. L'objectif, c'est d'avoir une classe actrice. C'est pas d'avoir une classe ou un peuple urbain ou je ne sais quoi qui suit un leader mortel par ailleurs. Hein. C'est d'avoir un grand peuple acteur. C'est ça l'objectif communiste quand même. C'est que la classe des travailleurs prenne en main le destin de l'humanité. C'est quand même ça l'affaire. Bon, on en finisse avec cette préhistoire où le destin de l'humanité est dans les mains de quelques propriétaires qui nous emmènent dans le mur. Bon. Donc à ce moment-là, cette forme-là, le leader charismatique qui envoûte, si vous voulez, ne me paraît pas être une forme positive, disons, par rapport à ce que nous avons cherché et qui est pertinent. Regardez les capacités d'éducation que nous avons aujourd'hui. Je veux dire, regardons cette salle, enfin voilà, et imaginons ce que ça pouvait être en 500 avant notre ère. Enfin, quand même, je veux dire, on voit bien que cette capacité, que le grand monde des travailleurs sont en capacité de s'occuper des grandes choses, est une question pertinente, forte et importante aujourd'hui. Et pas juste de l'envoûtement comme ça. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il ne faut pas qu'on suive ce terrain. Et en même temps, il ne faut pas qu'on soit en opposition mécanique, c'est-à-dire, ils disent blanc, donc c'est noir, ils disent jour, donc c'est nuit. Un exemple, sur la question de l'affect dont je viens de parler. On dit, voilà, bien sûr que nous, ce que nous visons, c'est pas d'envoûter les gens pour qu'ils nous suivent aveuglément, d'accord? Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se transforme en moine soldat? Je ne sais pas s'il y a des camarades de lutte ouvrière qui sont là, mais je prends cet exemple-là pour qu'on se comprenne. Et vous voyez parfois à quoi peut ressembler un tract de lutte ouvrière. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'affect et de séduction, c'est tranquille. C'est un long texte très sobre. Donc je ne suis pas sûr qu'il faut forcément que par effet opposé, on dise surtout pas de leader, surtout pas de charisme, surtout pas d'affect, surtout juste comme ça. La froide raison seule et nue. Bon, quand même, bien sûr que non, on ne va pas dire ça. Mais simplement, c'est une contrainte d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est bien obligé d'essayer de faire avec les armes à notre disposition. Mais c'est pas un fond théorique, c'est pas un objectif, c'est même une contrainte. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de cette manière. On est bien obligé de faire des efforts de forme pour être entendu. Mais notre objectif n'est pas d'envoûter. Bon, quand même, c'est cette question ici qui me paraît importante. Donc, parce que sinon, on est en opposition mécanique. C'est-à-dire, il dit affect, donc nous, on dit raison. Oui, raison, d'accord, c'est l'objectif, mais il faut quand même trouver des moyens. Et on ne peut pas se couper. Pensez quand même à... Qu'est-ce que c'est qu'un meeting? Un meeting, c'est beaucoup d'arguments qui passent. Mais parfois, si c'est bien fait, il y a aussi un peu d'émotion, il y a aussi un peu de choses qui vibrent. Ça, c'est positif aussi pour les choses. Il ne faut pas qu'il y ait que ça. Si on vibre sans rien comprendre et sans rien savoir, ça ne sert à rien. Mais bon, donc évidemment, c'est pareil évident, mais bon, parfois, je nous connais. Parfois un peu, un peu inversé. Et puis, il y a la question compliquée de la rupture. Ça, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est-à-dire... Avec le populisme de gauche, il y a vraiment l'idée, il y a l'ancien monde où il y a toute une panoplie de choses qui se font, de gens qui agissent, et nous sommes radicalement différents. Ça, c'est vrai que c'est une thématique vis-à-vis de laquelle on s'est plutôt éloigné, disons les choses. Je dis ça sous réserve d'être contredit, mais en gros, on n'est plus parce qu'on a plus de responsabilités, parce qu'on a beaucoup d'élus, parce que ceci. C'est vrai que peut-être qu'on met peu en avant cette question de l'altérité, de l'alternative, du caractère radicalement autre ou radicalement différent. Souvent, on aime plutôt insister sur le fait que nous appartenons à ce grand monde de la gauche, des gens, etc. Donc, je ne dis pas, je suis pas en train de dire en creux qu'il faudrait faire comme eux. Je dis juste que ça doit nous interroger. Je n'ai pas dit qu'il fallait... Mais en tout cas, moi, ça m'interroge. Je ne sais pas si ça faut nous interroger, je ne sais pas s'il faut s'interroger. Mais en tout cas, moi, ça m'interroge parfois. C'est-à-dire que parfois, je me dis, c'est vrai que alors qu'il y a une quête d'alternative, parfois nous n'apparaissons pas comme des acteurs de l'alternative. Alors que, à mes yeux, s'il y a bien des acteurs de l'alternative, c'est bien nous. Parce que j'ai l'impression que toutes les alternatives sont très partielles, puisqu'elles évacuent ce qui me paraît des enjeux centraux. Mais c'est vrai que j'ai l'impression... Donc voilà, c'est une question que je me pose, et en tout cas, eux l'utilisent beaucoup. Cette question de la rupture, nous sommes tout à fait différents des autres. Vous voyez, Macron fait ça aussi d'ailleurs, vous avez vu, une grande différence, l'ancien monde, le nouveau monde, ils font des coupures en disant, tous ces gens que vous avez connus, on n'a rien à voir avec eux, c'est fini. Bon, alors, c'est compliqué de dire ça aussi. On comprend pourquoi on freine un peu par rapport à ça. Parce que, bon, mais il y a une question, en tout cas ici, qui se pose quand même, peut-être. Allez, troisième. Il ne reste plus qu'une. Troisième. Évidemment, la question qui nous intéresse.
pas mal de monde en ce moment, on l'a vu avec, qui intéresse les journalistes aussi, qui intéresse peut-être une partie des gens, je ne sais pas, qui est la question de est-ce qu'il faut s'allier avec eux ou non, évidemment. C'est ça la question compliquée. Ça dépend de ce qu'on veut faire, bien sûr. S'allier avec eux ou non, ce n'est pas une question qui peut se poser dans l'absolu. Une stratégie, et a fortiori une tactique électorale, ça ne peut se penser que par la confrontation d'un objectif avec une situation concrète. Ça veut dire que, par exemple, si je prends Maurice Thorez, en 1932, bon, il n'y a pas au deuxième tour, il n'y a même pas d'appel à voter pour le socialisme, je le rappelle, en 1932. En 1936, c'est le Front Populaire, on appelle à voter pour le socialiste, et même pour les radicaux, qui sont quand même la grande force de gauche. Je dis ça parce que parfois on dit la gauche, c'est les réformistes, les révolutionnaires, le PS et le Parti communiste. On s'étrangle un peu, parce que ça c'est vraiment une vision qui dure quelques décennies après 1945. Mais pendant la grande histoire de la gauche, c'est pas ça. La gauche, c'est pas juste deux marxistes qui sont pas d'accord entre eux sur réforme ou révolution. Pendant très longtemps, la gauche, c'est quand même d'abord et avant tout des forces qui ne sont pas du tout marxistes. Les radicaux, qui sont la grande force de gauche dans l'entre-deux-guerres, et d'autres forces, type Gambetta, etc. avant. Donc la gauche, c'est pas juste réforme ou révolution. Ça, quand même, parfois, moi, ça me... Bon, bref. Alors, donc, de ce point de vue, je m'en suis perdu avec tout ça. Oui, voilà, donc le même Maurice Thorez, selon les situations concrètes dans lesquelles il se situe, c'est sans le PS en 1932, avec le PS et le Parti communiste insiste, parce que le PS à l'époque veut un bloc marxiste en 1936. Les communistes disent non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le fascisme est aux portes, il faut donc faire un front populaire et y mettre les radicaux dedans. Donc, vous voyez, le changement en quelques années, 32, même le socialiste au deuxième tour, rien, et nous, après, on dit pas seulement les socialistes, aussi les radicaux. Puis attendez, évidemment le CNR, donc vous voyez bien, il n'y a pas de réponse absolue, définitive, jamais avec un tel, toujours avec un tel, tout ça est absurde. C'est par rapport évidemment à un objectif et par rapport à une situation concrète. Et donc, dans la situation dans laquelle nous sommes, il y a besoin d'y travailler à cette question. Raison pour laquelle, évidemment, je n'y réponds pas, parce qu'il y a en ce moment, vous le savez peut-être, et vous êtes tous invités à y participer, communistes et non communistes aussi, parce qu'on a besoin de la réflexion de tout le monde. Les communistes préparent un congrès extraordinaire. Donc ça fait partie des questions qui sont à l'ordre du jour. C'est pas seulement ces malheureuses questions d'alliance qui sont vraiment à la fin de la fin, mais ça fait partie du sujet, avec les questions d'amont. Dans quel monde on est, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on peut faire, et avec qui. Bon, des questions évidemment qui sont compliquées. Et auxquelles il faut qu'on travaille, mais pas de manière dogmatique, pas de manière parce qu'ils sont populistes, donc jamais. Ça n'a pas de sens, tout ça. Enfin, à mes yeux, ça n'a pas de sens. Voilà. Je vous propose ça. Et en ce sens, pour finir là-dessus, vu la puissance acquise par ces mouvements populistes de gauche, en France et dans le même pays d'Europe, mieux vaut s'y pencher de près, c'est pour ça que je salue cette initiative, alors de réfléchir à notre stratégie, plutôt que de réfléchir avec des fantasmes. C'est-à-dire on plaquerait nos fantasmes, on remplacerait l'analyse de ces forces juste par de notre imagination, comment on les imagine. Non, il faut voir ce qu'elles sont et comment elles sont, ce qu'elles portent. Dans le dossier Cause Commune, on a même fait la place à des acteurs de la France Insoumise. On est allé les voir, un peu voir ce qu'ils nous racontaient, ce qu'ils portaient, ce qu'ils pensaient. Parce qu'on ne peut pas juste vivre avec des analyses extérieures à eux. Il faut aussi aller voir ce qu'ils racontent, ce qu'ils pensent, au-delà de nos propres simplifications parfois. Parce que sinon, on n'analyse pas, on rêve, quoi, juste. Il y a même François Ruffin, dont on parle un petit peu en ce moment, qui est donc dans ce numéro de Cause Commune, pour dire comment lui voit les choses. C'est pas juste pour qu'on se rallie au panache blanc, c'est pas ce que je propose, je pense que vous l'avez senti, mais néanmoins, il faut qu'on sache ce qu'ils disent, et pas juste qu'on s'imagine ce qu'ils disent avec des analyses trop rapides. Je finis, quatrième et dernier point. Pour finir, à mes yeux, l'avantage que présente ce travail de réflexion nécessaire sur le populisme de gauche, travail nécessaire parce que c'est une force nouvelle qui prend de la force et donc prend l'ampleur, donc il faut bien y réfléchir. À mon avis, l'avantage que ce travail présente aussi, c'est de réfléchir à ce que nous voulons nous-mêmes. Parce que si notre projet aussi, je n'ai pas dit que ça, mais si notre projet ultime, c'est le SMIC à 1 700 €, alors évidemment, on ne comprend pas, et nul ne pourra comprendre, la spécificité et l'utilité du PCF par rapport à la France Insoumise, qui d'un point de vue comme ça, dans le grand nombre, on dit, si vous portez la même chose, moi je vote utile par rapport à la France Insoumise. Vous faites 2%, il fait 20%, bon, merci d'être venu, mais moi je vais, voilà, vous pensez la même chose, donc il faut quand même aussi qu'on réfléchisse à ce qu'on veut. Si on veut la même chose, alors il faut tout de suite fusionner, je veux dire, pourquoi pas, je veux dire. Mais si on veut des choses différentes, alors il faut qu'on dise ce qui est différent, pas forcément qu'on le dise pour faire la différence, mais nous-mêmes, entre nous soit dit. Combien de temps, et les non-communistes me seront peut-être témoins,
qu'est-ce que vous disent les communistes quand vous leur demandez mais au fait, le communisme, qu'est-ce que c'est pour toi? Ça fait un petit bout de temps qu'on est parfois un peu en difficulté pour dire quelque chose de clair, parfois là-dessus. On verra, enfin, peut-être pas dans le gars, parce que je sais que le gars a des qualités parfois, voilà. Mais parfois, moi je me rends compte de ça, parfois qu'on est... Reste prudent. Mais ailleurs, du gars, voilà. Mais parfois j'entends quelque chose un peu... Je crois que c'est une difficulté parfois pour les communistes. C'est normal, vu tout ce qu'on s'est pris au XXe siècle, il y avait beaucoup de questions à se poser, donc forcément. Mais du coup, si on n'a pas grand-chose à dire sur le communisme, alors il n'y a aucune raison d'être à un parti communiste français différent de la France Insoumise. C'est parce que, d'un point de vue programmatique, c'est pas la différence malheureuse sur je ne sais quoi, 50 € de SMIC ou je sais pas quoi, qui va suffire à la chanson. Si c'est juste ça la différence, moi je remonte la France Insoumise, c'est pas la peine de s'ennuyer. Bon, mais si par contre il y a des différences fondamentales, parce qu'on pense que la question de classe, la question de communisme, alors à ce moment-là, d'accord. Mais ça, c'est aussi un travail. Ça tombe bien, c'est aussi à l'ordre du jour du congrès extraordinaire, de ce point de vue-là. Et à mes yeux, vraiment, c'est une question forte. La question du dépassement du capitalisme, une question éludée, la question du dépassement de la société de classe. Ça me paraît, je vous l'ai dit un tout petit peu en creux tout à l'heure, ça me paraît être les questions décisives de la période dans laquelle nous sommes. Qui pilote le monde? Est-ce qu'on peut laisser cette toute petite classe-là continuer à piloter le monde pendant des décennies? Moi, je ne suis pas sûr de ça. Je vous dis, avec la puissance de l'humanité, il y a une puissance de destruction aussi. Si on les laisse dans les mains de ces quelques gens, vraiment, je ne veux pas faire du catastrophisme millénariste, évangéliste, même si je ne veux rien contre les évangélistes. Mais bon, quand même, il y a une question objective qui se pose. Les capacités de destruction de l'humanité sont très grandes. Et on voit bien que si la boussole du capital, c'est le profit et après moi le déluge, alors la question du dépassement du capitalisme n'est pas une petite question, n'est pas un supplément, n'est pas une question à côté, n'est pas une question secondaire. Donc il ne s'agit pas tant de chercher la différence, mais les confusions en dehors de nos rangs, mais peut-être aussi dans les nôtres, étant grandes, on le sait, il y a aussi besoin de se dire ce que sont les populistes, ou Lénine disait en 1994 ce que sont les amis du peuple, c'était l'autre nom des Randiki, et de dire aussi peut-être ce que sont les communistes. Voilà en gros ce que je voulais vous dire en introduction. Et puis, si vous n'êtes pas encore épuisé, on peut avoir un petit temps de discussion si vous voulez. Voilà. De contestation aussi, peut-être, de ce que j'ai raconté. Un moment purement gardois. Merci Guillaume. Je crois que tu étais un peu en retard, mais vu la rapidité avec laquelle tu exposes avec le brio et la rapidité avec laquelle tu exposes ta pensée, je crois que tu as allègrement rattrapé le temps perdu. Je passe le micro à Vincent qui va organiser et organiser la discussion. Non, mais j'en dirai pas beaucoup plus. Je pense qu'il faut qu'on passe au débat. Guillaume a dans un temps réduit, résumé, ou en tout cas apporté des points qui sont en discussion. Moi, je vous propose de vous passer le micro et que les interventions aillent au fond. Il n'y a aucun tabou. Donc, on se parle franchement entre participants à cette réunion, qu'ils soient communistes ou non. Et puis, voilà. Par contre, on essaye d'être aussi bref que possible pour que chacun puisse dire quelque chose avant qu'on se quitte pas trop tard, parce qu'il est déjà peut-être un peu tard. Voilà. Donc, voilà, Denis a le micro, n'hésitez pas, je prends les inscriptions. Bonsoir. Alors, moi je voulais reprendre en fait l'intro que tu faisais où tu t'excusais par rapport au mouvement social et qu'on avait peut-être pas de choses à faire. Moi je pense qu'au contraire ce débat s'inscrit totalement dans le mouvement social actuel. Et du coup j'aimerais insister dessus et reprendre en fait le passage où tu parlais de ce que nous on défend dans le Parti communiste, qui est l'idée d'une classe pour soi, consciente et qui mène un peu, qui mènerait un peu la dynamique sociale pour faire la révolution. Je pense que cette question-là, en fait, interroge du coup la dynamique militante qu'on souhaite avoir dans le parti. Et notamment du coup dans le mouvement social et dans les façons dont il s'exprime en ce moment. Je pense par exemple en ce moment aux ZAD, les Nuits debout qu'on a connues, ou les Indignados en Espagne ou autres, dans lesquels en fait c'est même pas des nouvelles façons de s'exprimer, parce que pour moi, à mon avis, c'était déjà des façons de s'exprimer qui existaient au siècle dernier.
c'est pour moi une partie de la population qui s'éveille à la politique et qui essaye de créer une conscience collective. Et donc le parti, pour moi, a la responsabilité de s'insérer dans ces mouvements-là pour faire de